Donc merci à tous. Donc je suis ravie de vous présenter Louis Fouché, qui est une belle âme et une belle lumière et qui va nous offrir, je pense, 3/4 d'heure. On t'écoute pendant 3/4 d'heure et on propose un quart d'heure d'échange. Ça te va? C'est parti. Merci. Bonjour à tous. C'est mieux en vrai que derrière un écran, hein. Vous êtes nombreux quand même, c'est un peu impressionnant. Et je suis plus petit en vrai qu'en numérique. Et je suis ému et impressionné d'être avec vous aujourd'hui. Impressionné par tout ce que j'ai entendu et tous les gens que j'ai croisés qui me racontent ce qu'ils font, ce à quoi ils œuvrent. Et je suis admiratif. À chaque fois, je suis impressionné de la quantité d'énergie que les gens sont capables de mettre en action. Depuis des épaves de bateaux jusqu'à soigner, en passant par accueillir des écoles et les accompagner. Tout ça, pour moi, c'est extrêmement touchant. Donc, c'est plutôt une chance. C'est moi qui vous remercie d'être là. Parce qu'à chaque fois, j'apprends énormément. Et quand je croise des gens qui me disent « Alors, ça va, c'est pas trop dur ?» Bah non, en fait, c'est plutôt sympa d'être libre. C'est plutôt une chance. C'est plutôt une vraie découverte, une vraie ouverture que de plus être dans mon bureau ou dans ma réanimation et d'être avec vous aujourd'hui, de découvrir tout ce qu'il y a à découvrir. Ça ne veut pas dire que le chemin est sans embûches, ça ne veut pas dire qu'il est facile tout le temps, mais en tout cas, il est rempli de plein de récompenses et je n'aurais pas envie d'en vivre un autre. Et ça, c'est peut-être pour moi la plus grande leçon de ces 2 dernières années, c'est qu'à partir du moment où on ose, on arrive à trouver le millimètre de mobilité du pot de confiture. C'est très dur, hein? Cloc! Après, on peut déguster. À la cuillère, le miel et la confiture. Et donc, je déguste depuis 2 ans. C'est une chance. Et j'ai envie de vous parler aujourd'hui dans cette idée de construire le bonheur, de construire le monde de demain, de certains écueils qu'on pourrait tenter dans lequel on pourrait se retrouver. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup de gens qui sont dans une tentative de projeter le monde idéal qu'ils voudraient sur le monde. Je crois que ce n'est pas possible. Mais peut-être je me trompe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que vous soyez transhumaniste ou que vous soyez New Age, c'est un peu la même idée. Vous voulez être dans une maîtrise créative sur un monde projeté. Une phrase compliquée peut-être ça, qui est employée par quelqu'un qui s'appelle Matthew Crawford, qui est un philosophe qui a beaucoup parlé de la question de l'attention et de l'artisanat. Et il écrit un livre étrange qui s'appelle « L'éloge du carburateur ». Pour un philosophe, c'est un peu bizarre. Il parle de carburateur. Et puis, il écrit un livre assez récemment, l'année dernière, ou il y a 1 an et demi, qui s'appelle « Contact ». Et dans « Contact », il parle du fait que l'ensemble de notre attention est capturé par la narration médiatique, la narration gouvernementale. Que chaque occurrence de notre interaction avec le monde, en fait, est capturée par notre téléphone portable, par la télé, par le bruit de la radio, par des pubs dans la ville. Tout le temps, notre attention est capturée. Et je le vois même pour moi-même. Quand je passe dans la ville à Marseille, il y a des écrans qui bougent, des écrans plasma, qui font de la pub. Pour des trucs que j'aurais jamais en plus, dont je me contrefous, des sacs Gucci, Chanel ou une Xème montre, ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, ça attire mon attention. Et il donne un exemple étonnant, il parle de Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts, c'est des gens qui vendent des donuts. Dans un bus à Singapour, Dunkin' Donuts gagne le Grand Prix 2015 du marketing. Parce qu'ils ont réussi à mettre en place un système où il y a des vapeurs de donuts qui sont projetées sur les habitants du bus, que devant chaque siège, il y a une image d'un Dunkin' Donuts ravissant, que sur les portes qui bougent, on revoit le donut qui se reforme, qui se referme, etc. Qu'ils ont réussi à habiller le conducteur du bus avec un truc Dunkin' Donuts et un chapeau en forme de donut, et qu'à la fin, à toutes les stations,
vous avez un Dunkin' Donut à vendre à moins de 25 mètres de la sortie du bus. Et que donc, ils ont fait exploser leur vente en faisant cette manipulation qui consiste à capturer tous les champs d'attention qu'on a avec le réel. Et donc, il s'intéresse dans son livre à cette chose-là, que la première chose à faire, peut-être pour construire le bonheur, pour construire le monde dont on a envie, c'est d'abord de regagner l'attention, d'arrêter de se la faire voler. Donc la première chose à faire serait de non faire. On voudrait agir, et peut-être que le premier pas, c'est non-agir. C'est la doctrine non violente gandhienne. C'est exactement ce que dit Gandhi. Avant même de vouloir décaniller les Anglais, boycotter. Avant même de vouloir changer de président, boycotter celui-là. Faites qu'il n'existe pas. Ne donnez plus aucune énergie au monstre. Cette logique-là, de non-agir, elle est présente en permaculture aussi. Ah bon. Elle est présente en permaculture aussi, dans l'idée que, avant même de vouloir mettre en place une nouvelle planche de culture, de mettre un nouveau bac de légumes ou de fruits ou je sais pas quoi, ou de planter un arbre, et si je commençais par regarder? Et dans les formations de permaculture, on dit regardez pendant plusieurs saisons, au moins 1 an, voir le rythme, la succession des saisons. Et si vous pouvez regarder pendant 3 ans ou 5 ans, c'est encore mieux. Parce qu'en regardant, vous allez prendre conscience de là où il y a la bonne énergie, de là où les enfants jouent naturellement, de l'endroit où vous aimez bien être, de l'endroit où le vent est glacial et rien ne pousse, de l'endroit où les choses sauvages prennent leur essor et où vous n'allez jamais. Et à partir du moment où vous avez pris conscience de ce qui existe, vous trouvez les failles, vous trouvez les niches, vous trouvez les bons endroits où aller. Alors je reviens sur cette phase de Matthew Crawford, où il propose d'être dans une relation au monde qui ne serait pas une maîtrise créative dans un monde projeté. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui suis le maître et qui veut créer ce que je veux et qui vais projeter sur le monde tel que j'en ai envie, mais d'être plutôt dans une relation au monde d'ajustement, dans un monde ressenti. Dit autrement, ça veut dire passer d'un paradigme contrôler et prédire à un paradigme ressentir et s'ajuster. Pour moi, c'est la clé de la transformation, c'est une des clés de la transformation de notre monde. C'est d'arrêter de vouloir contrôler et prédire. Tout ce qu'on fait depuis le XVIIIe siècle, ça n'est que ça. Et on a détruit l'artisanat pour mettre en route l'industrie. L'industrie, les spinning jenny, c'était pour faire toujours la même chose. Parce que l'artisan, c'était trop variable, ça dépendait trop du gars, quoi. Chacun avait son geste, à la fin, on n'avait jamais le même résultat. Non, on veut toujours la même chose. Et on met en place l'industrie. On transforme l'artisan en un ouvrier spécialisé. L'ouvrier spécialisé, il fait toujours la même chose exactement de la même façon. Il n'est même plus un humain, il est déshumanisé. Et j'ai déjà raconté plusieurs fois, mais peut-être vous vous souvenez que ce mouvement-là de remplacement des artisans par les spinning jenny donne lieu aux Ludites et aux Canuts à Lyon. Les Ludites, ils sont menés par Ned Ludd en Angleterre, et c'est une révolution. Il y a du sang, il y a 7 pendaisons. Et c'est c'est les manufacturiers du tissu qui se rebellent et qui disent « Vous êtes en train de nier notre existence. Vous nous remplacez par des machines. » Apparaît donc la condition ouvrière, le monde de l'industrie. Mais là encore, il y a des humains, il y a des erreurs. Ce n'est pas parfait, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout prédire. Puis il y a des luttes syndicales pour essayer de récupérer une bonne relation entre l'ouvrier et le patron. Qu'à cela ne tienne, on va supprimer les ouvriers. On va mécaniser et machiniser et robotiser encore plus. Et faire la condition salariée. Apparaît la condition salariée. Mais là encore, le salarié, il passe la moitié de son temps dans des réunions qui servent à rien pour optimiser des process, pour produire plus de téléphones portables et pour arriver à une meilleure profitabilité et rentabilité sur le compte d'exploitation de l'entreprise. Et il y a un anthropologue qui s'appelle David Graeber, qui est mort pendant le Covid, anthropologue anarchiste, qui a écrit un livre qui s'appelle Bullshit Jobs, les jobs à la con. Et il dit que les salariés aujourd'hui, pour plus de 80% d'entre eux,
Ils savent que leur boulot ne sert à rien. Ils le savent en plus, et ils en souffrent. Ils sont en burn-out, en dépression, ils sont en arrêt maladie. Ils vont de manière automatique au travail, ils attendent que leurs 35 heures et leurs loisirs. Toute la journée, ils la passent sur Internet, à acheter des choses, à rêver à leur week-end. Et toute leur œuvre d'humain, contribuant à plus grand, contribuant au bien commun, a disparu. Et ils en sont malheureux. Qu'à cela ne tienne, on va détruire la condition salariée. On va faire de vous des transhumains. Connectés derrière vos téléphones portables, perfusés par Pfizer directement, avec... dans le métaverse, enfin vous ne souffrirez plus. Ça, c'est le rêve du transhumanisme. C'est le bout de l'idéal industriel. C'est faire une société automatique, que tout soit un process, que tout soit un algorithme, que tout soit parfait, contrôlé et prédit. Vous prenez la météo, il faut que dans 3 semaines, vous sachiez quel temps il va faire. Mais pourquoi? De quoi vous avez peur? Vous voulez que l'objet soit toujours pareil, que vous ayez une assurance pour aller pisser, un casque pour dire bonjour à votre voisin. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Mais peur de quoi? Peur de la mort, bien sûr. C'est la peur de la mort, simplement. Donc l'humain, il se met dans ce logiciel-là, ce paradigme de contrôler et prédire parce qu'il a peur de la mort, pour essayer de faire un monde parfait. Et plus rien n'a de sens. Être un humain, ça n'a pas de sens. Souffrir, ça n'a pas de sens. Être malade, ça n'a pas de sens. Vieillir, ça n'a pas de sens. Mourir, ça n'a aucun sens. Il faut supprimer tout ça. S'entraider entre frères et sœurs humains? Non, c'est pas la peine. Il n'y a plus de pratique sociale pour toutes ces souffrances. De toute manière, ces souffrances ne doivent plus exister. Grâce à Pfizer, grâce à Google, enfin, on sera dans le monde parfait où on ne souffrira plus. Ouais. Peut-être pas. Et là, je vous donne un mot, un nom qui résume l'ensemble de l'idéologie, l'ensemble du logiciel doctrinal des gens de Davos, le transhumanisme. C'est important de donner un nom à l'ennemi. Parce que si vous n'en avez pas, vous pouvez vous tromper en chemin et vous pouvez dire que l'ennemi, c'est Macron. Mais Macron, c'est une marionnette. C'est un pantin de bois, c'est Pinocchio, quoi. Et comme ça. C'est une marionnette. Et donc, il ne faut pas se tromper d'ennemi. L'ennemi, c'est cette idée-là. C'est cette idée que l'humain devrait devenir parfait, qu'il devrait être affranchi de toutes ses erreurs. C'est profondément une folie. L'humain est imparfait, souffrant. Son expérience sur la Terre, c'est d'être fragile. Et il a besoin des autres. C'est pour ça qu'il a besoin des autres. Il est tellement faible. Il va mourir de toute manière, il a peur. Il a besoin de serrer les coudes entre frères et sœurs humains. Contrôler et prédire est une impasse anthropologique. Ressentir et s'ajuster est le bon chemin. Ressentir et s'ajuster nécessite d'aller palper le réel. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne savent pas quoi faire. Ils disent « mais moi je suis impuissant, je ne sais pas par où commencer. Comment je peux faire le bonheur? Comment je peux faire un monde meilleur ?» Le réel vous dit par où vous devez commencer. Vos enfants sont maltraités. Ils ont des masques à l'école. On leur apprend des conneries toute la journée. Protégez vos enfants. Faites de l'instruction en famille. Faites des écoles. Sortez-les de ce système toxique. Je ne sais pas quoi faire. Ouais. Je ne sais pas quoi faire. Je ne trouve plus de médecins. On ne peut plus se soigner. Et puis moi, je suis impuissant. Vous avez vu tout le groupe des soignants? Ils sont en train de proposer quelque chose de complètement nouveau. De former tous les citoyens, enfin, à être en santé, à prendre soin d'eux-mêmes, à s'entraider là-dessus, à faire des assemblées où on pourrait discuter enfin de comment être en bonne santé, comment bien se nourrir, comment avoir les bonnes émotions, comment se protéger de toutes les choses toxiques. Et ça, c'est très réjouissant. C'est en train de ressentir et s'ajuster. Il n'y a plus de médecine. Ben, on l'a fait. Laissons s'effondrer le monstre. Le système est en train de mourir
très profondément, il est en train de se fracasser sur les rochers du réel. Le monde transhumaniste n'arrivera pas. Ce futur merdique dans lequel Macron, sa clique et les multinationales veulent nous emmener n'arrivera pas. Il n'est pas soutenable, il n'est pas tenable en termes énergétiques, il n'est pas désirable collectivement. Il ne nous met pas en lien, il nous isole toujours plus seuls, toujours plus sombres, toujours plus tristes. C'est un suicide collectif. Et vous les voyez, les jeunes qui ne sont pas là aujourd'hui, ils sont derrière leur écran toute la journée, ils sont verdâtres, ils ressemblent à des courgettes. Ils ne croient plus à rien. Ils n'arrivent même plus à s'individuer, à se sexuer. Ils ne savent plus très bien qui ils sont. Et ils jouent, ils chattent en réseau, et ils espèrent. Et ils tuent des monstres, ils tuent des trolls, ils roulent sur des mamies avec leur voiture, etc. Et ils souffrent atrocement. Ils s'anesthésient à coups de cannabis, à coups de CBD. Ils reprennent de l'énergie à coups de cocaïne. Ils s'anesthésient à coups de sucre, à coups de porno. Ils essaient de vivre dans une catharsis permanente, dans un spectacle permanent. Mais ils en sont devenus des rouages. Alors il y a une partie des jeunes qui sont comme ça. Et ça, c'est un constat attristant. Mais il y en a qui sont dehors juste en train de trouver un amoureux ou une amoureuse, parce que c'est le printemps. Et qu'ils n'en ont rien à faire de venir avec nous discuter d'un monde meilleur, parce qu'ils sont en train de le faire et de le vivre pour de bon. Tant mieux. Moi, je suis très content qu'il n'y ait pas beaucoup de jeunes. Ça veut dire qu'ils vivent pour de bon leur vie de jeune. Ok. Donc, je vous ai dit ressentir et s'ajuster, et avant même de vouloir agir, non agir, non faire, non violence. Et ensuite, se protéger. Avant même de vouloir, et construire à l'endroit où c'est facile. Chaque fois que vous vous demandez qu'est-ce que je dois faire, par quel projet je dois commencer, etc. En neurosciences, on sait que vous n'avez jamais été aussi loin de trouver ce que vous deviez faire. C'est un peu comme quand vous cherchez la réponse à une question et que vous l'avez sur le bout de la langue. On sait en neurosciences que vous êtes dans une impasse. Vous ne la trouverez pas. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Non, vous allez devoir laisser reposer. Et 5 heures plus tard, 7 heures plus tard, le soir, en vous endormant, ah oui, j'ai trouvé. Vous avez lâché prise. Vous avez arrêté de chercher. C'est exactement pareil pour vos projets. Quand vous dites qu'est-ce que je dois faire pour changer le monde, comment faire pour avoir le bonheur et tout ça, vous n'avez jamais été aussi loin. Le bon chemin est une évidence. C'est une évidence si vous écoutez les signes, si vous écoutez le monde tel qu'il est. De quoi est-ce qu'on a besoin ? Et chacun veut participer à son endroit. On n'a pas tous besoin de monter des collectifs grandioses, de réussir à réunir 500 personnes dans une salle. Chacun a sa graine à poser, sa petite goutte d'eau du colibri de Pierre Rabhi à déposer à sa mesure. Il n'y a pas besoin de vouloir être grandiose. Et les besoins, ils sont évidents. Prendre soin des enfants, se nourrir, se soigner, se loger, s'entraider, s'éduquer, créer de la beauté, de l'art et raconter une histoire. Donc vous savez à quels endroits vous pouvez agir. Il y a tous ces endroits-là. Aujourd'hui, si le groupe qui est là a des ambassadeurs pour essayer de prendre la députation, l'idée va être super. Leur process constituant avec un RIC en toute matière va être exemplaire. Mais ils ont besoin de gens qui savent raconter une histoire. Ils ont besoin d'une narration. Ils ont besoin d'un média. Ils ont besoin d'aller créer un discours sur ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est un des gros morceaux qui nous manque. C'est de raconter des histoires. C'est que tout ce qu'il y a dans les vidéos YouTube, en fait, c'est labile. Ça ne tient pas. C'est en silo. Personne d'autre ne le voit. C'est le moment d'écrire. C'est le moment de faire des œuvres d'art, de faire des tableaux, de faire des chansons comme Eric. C'est le moment d'aller envahir l'espace culturel de toutes vos créations. On prendrait juste les webcams qui sont en cours. On mettrait un petit atelier là-bas. Il y aurait 20 personnes qui filment. On vous prend un par un et vous dites, en 3 minutes, dis-moi juste ce que tu as vécu pendant ces 2 dernières années. Et qu'est-ce que ça a ouvert comme possible ? 3 minutes. Vous auriez des témoignages déjà pour plus d'1 an, tous les jours sur Twitter. On prendrait ensemble ici tous ces gens et on appliquerait la loi de Linux. La loi de Linux, c'est quoi ? C'est Linus Torvald qui développe le logiciel Linux, qui est un logiciel en open source, qui était le concurrent des saloperies de Microsoft et de Bill Gates. Et il dit, si j'ai plus de 100 personnes interconnectées de manière correcte, avec un bon réseau de conscience les uns envers les autres, s'il y en a un qui a un problème ou une idée, il y en a toujours au moins un qui peut l'aider et lui résoudre son problème. On est 400. S'il y en a un qui a une idée,
il y en a au moins un qui peut l'aider. S'il y en a une, et j'en ai vu une qui ce matin voulait faire une école, mais qui n'a pas de lieu, je suis persuadé qu'on peut trouver ici quelqu'un qui aura un lieu pour cette école. Ou qui saura trouver quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourra trouver un lieu pour son école. C'est la force de l'intelligence collective. Tout seul, je ne peux rien. Tout seul, non-agir n'a aucun effet. Tout seul, agir n'a aucun effet. J'ai besoin des autres. Quelle surprise! L'humain est un être de lien, un être social, un être politique, un être d'amour. On le redécouvre en 2022, c'est une chance, mais normalement on n'aurait jamais dû l'oublier. On a besoin les uns des autres pour commencer à être puissants dans la matière. Mais ce n'est pas parce que j'ai rejoint 400 personnes ensemble que ça va bien se passer. On a déjà parlé souvent, Edgar Morin aussi, mais c'est le PFH, le putain de facteur humain. C'est qu'évidemment, ça va frotter de tous les côtés. Il va y avoir des pervers narcissiques qui vont vouloir prendre la place, des gens qui ont la super idée meilleure que la tienne, d'autres qui veulent faire autrement. Et donc, il va falloir se donner des règles du jeu. Des règles du jeu pour arriver à interagir correctement. Et ces règles du jeu, il n'y a pas besoin qu'elles soient finalisées une fois pour toutes, il n'y a pas besoin qu'elles soient parfaites. Il n'y a jamais besoin que les projets soient parfaits. Il y a besoin de pouvoir traverser le conflit. Et ça, c'est peut-être la clé que je pourrais donner pour les collectifs aujourd'hui. Est-ce que vous avez des processus de résolution de conflits ? Est-ce que vous êtes capable de faire que une tension, une embrouille, un truc qui est larvé depuis longtemps, arrive à devenir une force, que vous vous transformiez au passage ? Soit en excluant quelqu'un, soit en excluant quelqu'un d'un rôle, soit en changeant son rôle au sein de l'organisation, soit en changeant l'organisation et ses règles du jeu, en faisant évoluer les raisons d'être. Et en fait, de toute manière, à la fin, vous allez sortir par le haut du conflit. Ça va vous faire grandir. Parce qu'il y a plein de collectifs qui se sont assemblés à cause de la pression externe. Ça commence avec les Gilets jaunes, mais ça continue ensuite avec le Covid, etc. Par la pression externe, ils se sont mis ensemble. Comme si c'était une bulle de savon qui tenait par la... Enfin, il faudrait que je prenne un autre exemple, mais une bulle qui tenait parce qu'on appuie dessus à l'extérieur. Et au moment où on appuie moins dessus à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe ? Elle s'effiloche. Elle est en décohésion. Il y a plein de collectifs qui se sont formés pendant le Covid, qui aujourd'hui sont en décohésion, sont en train de partir en fumée. Parce qu'il n'y a plus vraiment de contraintes. Mais moi, c'est exactement ce que je ferais si j'étais au pouvoir. J'aurais laissé se former des groupes en leur mettant en maxi pression, je la relâche, et une fois qu'ils sont complètement dissipés, bam ! Et vous savez qu'on a des pervers tordus au pouvoir. Vous le savez. Il reste... Ça va, j'ai encore un peu de temps. Vous savez qui ils sont et vous connaissez leur projet. Je vous en ai parlé, c'est le projet transhumaniste. Faire de vous des rouages, vous mettre dans le métaverse, réussir à vous piquer toutes les 3 semaines avec la dernière saloperie qu'ils ont trouvée. Ils n'ont pas d'inhibition, ils n'ont pas de respect pour la vie, n'ont pas de respect. Ça va, on le sait. Est-ce qu'il y a besoin de continuer à en parler ? Merci. J'ai vu beaucoup de collectifs qui se sont formés sous la pression, ils se sont rejoints, ils ont trouvé des gens, et ensuite ils ont commencé à être des fils de déploration. Je t'envoie la dernière de Véran. Je t'envoie la dernière sur Twitter, le dernier article de Le Monde dégueulasse, le dernier truc diffamatoire. Passer son temps, oh là là, dans tel pays, ils sont en train de mettre la pression, à Shanghai, c'est horrible, ils murent les gens, tout ça. Vous prenez de l'énergie en vous mettant en lien, et vous la perdez intégralement en nourrissant des choses toxiques. Je reviens sur la question de l'attention de Matthew Crawford. C'est vous qui choisissez à quoi vous voulez prêter attention. Le monde est le monde, il est comme il est. Mais la charge, la tonalité émotionnelle que vous allez mettre sur ce monde tel qu'il est, ça c'est vous qui décidez. Et c'est votre liberté. Alors il y a d'autres collectifs qui se sont rejoints en présentiel et qui se sont fait des soirées Covid, à refaire des fils de déploration, mais en présentiel, en buvant un petit coup et en mangeant. C'est plus sympa encore que sur un fil Telegram. Mais c'est pareil, c'est à la fin, ça vous plombe. Et il y en a qui en sont encore là au bout de 2 ans, qui ne sont jamais passés à autre chose. Ils sont encore en train d'essayer de trouver le millimètre de mobilité du pot de confiture. Et comme ça.
Mais ils n'emploient pas le bon outil, quoi. Ils n'ont pas le bon torchon, ils ont la main mouillée, ils s'envoient des trucs dégueulasses sur qui va être élu, qui ne va pas être élu. On s'en contrefout. Vous pouvez utiliser la... Enfin, moi, je m'en fous, hein, mais vous pouvez... Il y a une science qui est en train de se développer qui s'appelle la brigitologie. C'est une science pointue, hein, c'est assez technique, c'est compliqué au niveau générationnel et généalogique. Il y a vraiment du boulot à faire, quoi. Même au niveau génétique, phénotypique, tout ça, ça pose plein de questions. Si vous terrez le fil de la brigitologie, vraiment, vous pouvez aller assez loin pour comprendre notre monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors, vous pouvez tirer un fil comme celui-là, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit un jeu et que vous vous en serviez, que vous serviez de la force de l'adversaire. Il y a des gens qui, pour faire passer des informations sur les effets secondaires du Covid, ont utilisé le hashtag « Où est Jean-Michel ?» C'est malin. Ils n'ont pas parlé de Jean-Michel, en fait, on s'en fout de Jean-Michel en vrai. Mais ils ont utilisé ça parce que ça permettait de montrer « Ah, on est à plus 350% de morts chez les joueurs de la FIFA cette année sur le terrain. » C'est vrai, hein, c'est ça qui se passe hein, sur les terrains de foot. On est chez les athlètes à X%, enfin, voilà, sur des statistiques vraiment dégueulasses sur ce qui se passe chez les jeunes en termes de myocardite, etc. Ils ont utilisé le hashtag Où est Jean-Michel. Donc l'idée, c'est pas de nier le monde tel qu'il est. Je ne vous demande pas de vous mettre la tête dans le sable et d'être une autruche. C'est de dire, j'ai pas besoin d'en parler plus. Par contre, je vais essayer de palper dans ce qui se passe, à quel endroit je vais pouvoir être efficace dans mon action. Si vous palpez ce qui se passe, on vous dit, vous allez avoir des pénuries alimentaires. Si vous montez des associations aujourd'hui pour de l'agriculture paysanne avec des AMAP, etc., elles seront remplies tout de suite. Mais grâce au système. Et si vous n'avez pas de paysan qui peut s'installer, vous allez enfin peut-être réussir à pouvoir parler avec un maire pour dire il y a un projet de Ikea et de Decathlon, mais est-ce qu'on peut garder ces terres agricoles pour des jeunes qui s'installent en bio? Vous allez enfin pouvoir le faire grâce au système, grâce à la pression de il n'y a plus de blé, l'Ukraine, tout ça. Donc, restez à l'écoute de ce qui se passe et l'utiliser, comme en aïkido, comme dans les arts martiaux. Prendre la force de l'adversaire là où elle est. Mais surtout pas vous en nourrir, vous en foutez. Les pénuries, etc., vous n'avez pas passé votre vie à paniquer. Vous faites ce qu'il y a à faire. Et ça fait bien longtemps que vous auriez déjà dû le faire. Est-ce que vous êtes en lien déjà avec tous les agriculteurs à côté de chez vous pour vous nourrir? Est-ce que vous êtes résilient avec des gens qui savent faire plein de trucs différents dans vos petits groupes d'amis? Ou est-ce que vous êtes que par corporation et donc il n'y a que des médecins ou que des pharmaciens et ben non, il n'y a pas d'agriculteurs parce qu'on est dans le monde des gens propres. Ou au contraire, vous êtes que agriculteur mais vous n'avez personne pour vous soigner et prendre soin de vous et ça ne va pas non plus. Donc l'idée c'est d'arriver à créer des groupes très pluridisciplinaires. Ils sont ouverts à plein de champs de possibles et de palper l'actualité pour aller chercher où est-ce que mon action va être justement dirigée. Ressentir et s'ajuster, non agir, écouter le monde tel qu'il est, prendre le monde tel qu'il est comme une chance. Macron est votre petit maître. Ça fait mal, hein? Macron, c'est Yoda. Est-ce que vous arrivez à changer à ce point le regard pour le remercier, dire merci? Tu vas faire prendre conscience à toutes plein de franges bourgeoises qui n'ont rien compris de ce qui s'est passé jusqu'ici et qui vont devoir se prendre dans la gueule le totalitarisme de manière extrêmement brutale dans les 5 années à venir pour enfin se mettre en mouvement. Merci pour ça. Je n'aurais pas su le faire. Je vous ai déjà raconté, mais c'est vraiment ce changement de regard. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir, mais enfin, comme vous voulez, ça fait plaisir. Mais on a essayé pendant 1 an et demi de réinformer sur les traitements, etc. Sur essayer de mettre les gens en action. Et en fait, il a fallu juste le 15 septembre, un discours. Et en une soirée, après en une semaine, les groupes Réinfo Covid ont pris plus 800% de croissance en termes d'inscrits. Ça, c'était pas nous, hein. C'était Manu. Et ça veut dire que notre rôle, c'était pas d'essayer à tout craint de convaincre des gens qui ne pouvaient pas être convaincus. C'était d'être prêt à les accueillir, une fois qu'ils seraient tombés. Et il y a plein de collectifs qui ne sont pas encore prêts à accueillir, qui se renferment sur eux-mêmes
sans pont avec le monde tel qu'il est, qui voudraient faire le monde parfait dans leur petit phalanstère, dans leur petite bulle privilégiée de leur cercle de permaculteurs au fin fond du Haut-Var. C'est une illusion. Il y en a eu qui ont essayé de faire ça, qui ont brûlé leurs papiers, vous savez, la fraude du non légal, etc., qui ont dit non, mais nous on ne fait plus partie de cette société. Fil de rappel élastique direct, en pleine gueule. On vous prend vos enfants, vous allez au poste, vous êtes en tôle, etc. C'est ça qui se passe. Le système est extrêmement brutal. Vous ne pouvez pas tourner le dos à l'adversaire, vous vous prendrez un coup. En art martial, vous n'avez pas le droit de partir du combat. Vous y êtes, et c'est comme ça. Et le combat ouvre un espace complètement inattendu, où le temps se dilate, où les possibles se multiplient, alors même que vous semblez être contraint, que la tyrannie augmente, vous n'avez jamais été aussi actif à transformer le monde. Ça fait 2 ans que dure le Covid, vous avez l'impression que ça fait 10 ans, que le temps s'est dilaté. Vous êtes sorti des ressources de vous-même que vous ne soupçonniez même pas. L'espace martial, l'espace du combat, est une chance. Il permet la transformation. S'il n'y a pas de combat, s'il n'y a pas de frottement dur avec la matière telle qu'elle est, il n'y a pas de transformation. Il y a une bulle d'idéal. Certains feront leur métaverse permacole au fin fond du Larzac ou je ne sais pas quoi. Mais ils seront rattrapés, ce sera une illusion. On doit faire avec ce qu'il y a ici et maintenant. Hic et nunc. Vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer dans 3 mois. Vous ne pouvez pas dire ce qui va se passer dans 2 ans. Vous devez juste faire avec. Il y a un truc très important, et je reviens dessus avant de finir et qu'on passe peut-être à l'interaction. C'est l'idée du récit. Je reviens dessus. Je vous ai dit que c'était le moment d'aller gratter votre créativité, d'aller témoigner, d'aller parler, d'aller faire des chansons, d'aller faire des films, d'aller marquer dans la littérature, faire des livres en auto-édition, etc., de raconter ce qui s'est passé. Parce que l'être humain, c'est un être de blabla, c'est un être de récit, c'est un être qui raconte des histoires. Ça fait plus de 80 ans que les États-Unis nous racontent mensonge sur mensonge sur mensonge, quoi. Moi, tout ce que j'ai découvert en 2 ans est proprement époustouflant, quoi. Le niveau de mensonge dans lequel on vit ne font que raconter des histoires. On doit reprendre la maîtrise là-dessus. C'est le dernier point que je voudrais aborder avec vous. Il faut reprendre la capacité à gouverner le système technique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si vous tapez Louis Fouché sur Google aujourd'hui, vous avez 19 articles dégueulasses qui disent que je suis un gourou d'une secte d'extrême droite qui appelle à la violence, que je fricote avec des néo-nazis et que je maltraite les patients. Ça, c'est moi. C'est ça qui a marqué sur Google. Si vous regardez sur Wikipédia, je suis un gourou d'une secte d'extrême droite qui appelle à la violence et je suis fricote avec des néo-nazis, et je suis anti-science, etc. Et voilà. Donc pour le moment, l'histoire qui est racontée et l'histoire dominante, c'est celle-là, pour la majorité de nos concitoyens. Encore une fois, est-ce qu'on peut regarder ça comme une chance et dire, ça vient m'apprendre là où je dois travailler. Je dois être capable d'indexer des choses dans Google, comme j'en ai envie. Je dois être capable de créer des alternatives à Wikipédia, des universités citoyennes ouvertes, libres, mais non seulement pour les informations historiques, médiatiques, immédiates, journalistiques, mais aussi pour la santé, pour l'histoire collective, l'histoire. Tout ça, ça ouvre des champs de travail, des champs de possibles. Pour vos jeunes qui sont derrière leurs écrans, ça c'est un des trucs qu'ils peuvent investir. Ils vont avoir des compétences, ils vont peut-être savoir faire ça. Comment faire le Search Engine Optimization. Et ça rejoint la question donc de la gouvernance des outils. Le gros du problème de ce qui nous arrive, c'est la dépossession de l'outil, la prolétarisation, ça s'appelle. Être prolétaire, ça veut dire ne pas posséder son outil de travail. Plus loin, chez Stigler, c'est un penseur, Bernard Stiegler, qui a beaucoup travaillé sur la technique et la culture, dans un groupe qui s'appelle Ars Industrialis, et qui dit tous les systèmes techniques aboutissent en ce moment à la prolétarisation intégrale des agents. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? La perte des savoirs, la perte des savoir-faire, la perte des savoir-être, la perte des savoirs théorisés. Dit autrement avec un exemple, aujourd'hui un médecin ne sait rien faire,
ne sait rien théoriser, ne sait même pas être un médecin. Je vais l'expliquer un peu plus avant, parce que sinon le Conseil de l'ordre va me tomber dessus. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, nous recevons nos savoirs directement de la Direction générale de la santé, de l'ARS, des sociétés savantes. Et je discutais encore hier avec un collègue réanimateur, un ami, qui m'a dit « Mais moi, tu sais, sur la vaccination, c'est pas mon domaine, quoi. Je connais rien, je veux pas savoir. Je fais confiance. » Mais si toi, tu sais pas, médecin, qui sait? Plus personne ne sait. Seuls ceux qui maîtrisent le système technique de création du savoir et le système technique de la vaccination savent. C'est pareil avec la monnaie. Qui parmi nous tous, alors là on est dans une foule de gens éclairés sûrement, mais sait comment on crée la monnaie? Qui gouverne la monnaie? Qu'est-ce que c'est la monnaie au fond? On est prolétarisé. À tel point qu'à la fin, votre argent n'est pas votre argent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous donner un exemple très pragmatique. Carole, mon épouse, a travaillé de septembre à octobre à l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille. Elle est hospitalo-universitaire. Ils ont tardé à lui envoyer sa lettre pour la suspension, parce qu'elle est au conseil de fac, voilà, elle devait devenir professeure, etc. Du coup, ils étaient un peu dans leur petit papier, ils hésitaient un peu, quoi. C'est plus facile de donner un coup de pied au pauvre brancardier. Voilà. Et donc, ils ont tardé. Ils ont attendu le 9 octobre. Elle a travaillé tous ces jours-là, du 15 septembre au 9 octobre. Puis, 9 octobre, on a reçu une lettre, vous êtes suspendu. Bon, soit. Puis, on a reçu une autre lettre en disant, bon, vous devez rembourser le salaire de septembre. Pardon? Elle est venue travailler tous les jours. Elle a montré, elle a signé, elle a fait un test tous les 3 jours. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sûrement pas, quoi. Le Covid n'a pas rétabli l'esclavage, que je sache, quoi. Donc, non. Bon, le temps se passe et pour aller à une conférence en Suisse, je commande des livres chez mon éditeur pour pouvoir les vendre, pour gagner un peu de sous parce que j'ai plus de travail. Et mon éditeur me dit « Mais non, ça passe pas, ton virement il marche pas. » Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Erreur 54Z-62. Ah bon? Mais c'est quoi ça? Je sais pas, demande à ton banquier. Allô, monsieur le banquier? Ah, c'est l'administration qui a bloqué votre compte. Ah bon? Comment ça, ils ont bloqué mon compte? C'est un peu oui, apparemment, vous devez rembourser le salaire de Carole Fouché. Mais c'est pas moi. Moi, je suis pas suspendu, je suis en dispo, je m'en fous, quoi. Mais bon, on est en compte commun parce qu'on est mariés, communauté des biens. Donc, j'appelle mon avocat qui dit « Ah, chouette !» Il est un peu dans cette logique de l'aïkido. Il dit « Ah, chouette, ça me fait une ligne de plus à mettre dans le truc. Harcèlement sur Louis Fouché, machin. » Ouais, enfin bon, là tout de suite, comment on fait? Ah, ça, je sais pas. Bon, c'est pas grave. On va vivre avec du cash. On va donner un coup de couteau dans le matelas, on va récupérer ce qu'on avait caché, et puis, et puis on va vivre avec ça, ce sera très bien. On verra bien. Et puis on reçoit un nouveau mail nous disant « Ah bravo, votre compte est débloqué, vous avez réglé votre contentieux avec l'administration. » Ils ont saisi l'argent directement sur le compte. Votre argent n'est pas votre argent. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, c'est n'importe quelle institutrice qui refusera d'être vaccinée ou qui refusera ce qu'on lui dira de faire. Demain, c'est parce que vous serez allé dans les calanques sans le QR code. C'est ça qui se passe à Marseille en ce moment. Hein. Cette société n'est pas désirable. Et bien sûr, il ne faut pas y aller. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se réemparer de la question monétaire. Admettre que notre argent n'est pas notre argent, effectivement. Ne sera pas une assurance contre la mort, qu'il faut le remettre en circulation. Il faut qu'il nourrisse de vrais projets, des maisons de santé, des écoles, des fermes en permaculture, des boulangers bio, des collectifs qui font des médias, des groupes qui cherchent à reprendre le pouvoir au niveau de la députation, etc., enfin au niveau politicien. L'argent doit être remis en circulation et on doit passer à un autre système monétaire qui échappe aux banquiers mafieux. Voilà, donc ça c'est la question de reprendre la main sur le système technique. Un système technique, c'est le système monétaire, c'est le système démocratique, c'est un système technique comme un autre. Hein. On n'a pas la main. Que vous votiez pour l'un ou pour l'autre, vous avez bien compris. De toute manière, les élections sont truquées. Donc ce sera celui qui a été décidé par Jacques Attali, Noam Yuval Harari et puis Klaus Schwab. Donc c'est pas... à la fin, c'est...
qu'à la fin, ne dépensez pas d'énergie au mauvais endroit. C'est un principe en permaculture. Combien je mets d'énergie dans le système pour combien j'en récupère? J'ai vu plein de gens s'engouffrer dans la question politicienne. Mais la question politicienne, c'est une illusion si vous n'avez pas les médias, de l'argent, une capacité à raconter des histoires, un bon système de prise de décision, un soutien citoyen impeccable avec un vieil community management de tous les activistes de votre parti, etc. Si vous n'avez pas ça, et que vous pensez juste que parce que vous êtes plus grand, plus beau, plus fort que les autres, vous allez y arriver, c'est faux. Nous sommes dans la société du spectacle de Guy Debord. Guy Debord, il a écrit 2 textes que vous pouvez regarder, qui sont très compréhensibles. Ça s'appelle La société du spectacle et les commentaires sur la société du spectacle, qui racontent tout ce qui nous arrive. Le fait qu'on vit dans le Truman Show, qu'on vit dans la caverne de Platon, que tout est faux. Et il y a un moment, il faut crever le décor. C'est la dernière chose que je voudrais vous dire. C'est, ok, vous allez nourrir sur le temps long un récit d'après, fait d'écoles désirables, fait d'alternatives qui pourront devenir l'institution désirable, des systèmes de soins, des systèmes démocratiques, un rapport à l'environnement, au vivant qui soit plus juste. Mais là, tout de suite, le réel, c'est que vous avez un ennemi. Vous ne pouvez pas faire sans. Vous avez des pervers complètement ivres de sang, au pouvoir, et qui veulent vous mettre à genoux. Il faut juste le regarder en face, sans peur. Regarder sans peur un ennemi, c'est commencer à pouvoir le combattre. Est-ce que là, à 400, vous avez décidé sur le Var ce que vous faites en septembre, si jamais on demande un QR code pour les enfants pour rentrer à l'école? Pourtant, vous savez qu'on vous emmène là-bas. Vous savez que c'est le programme. Est-ce qu'on a un plan blanc? Est-ce qu'on est capable de dire, ouais, on va activer, là, il y a 70 retraités, ils vont s'enchaîner tous les jours sur 12 lycées, 12 écoles, 12 collèges. En plus, on est en accord avec les proviseurs et tout ça, parce qu'ils pensent aussi qu'il y a un problème. Donc on a pris contact avec les proviseurs. Ils vont s'enchaîner devant, on va leur apporter des toilettes sèches et puis de quoi manger, et puis les relayer toutes les 4 heures. Et puis faire que ça dure, on va les filmer, il y aura Vécu, il y aura machin, le média citoyen, il y aura tous les autres qui seront là en permanence en train de regarder ce qui se passe, on va faire de la mousse, de la mousse, de la mousse, on aura prévu des communiqués de presse pendant 1 mois et demi, on est capable de tous les jours, bam, 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 on aura prévenu... on aura des diplomates, des gens qui sont prêts à aller négocier avec les recteurs d'académie, avec le ministre de l'Éducation nationale. On a ces mêmes diplomates, on a des porte-paroles qui sont prêts à aller dans les médias, qui ont déjà les numéros de téléphone de Pascal Praud, de Gérard, de je sais pas qui, de machin, qui sont prêts à y aller. Leur discours a déjà rôdé, on a déjà bossé avec eux pendant tout l'été. Alors s'ils te disent ça, qu'est-ce que tu fais, etc. On fait des jeux de rôle. On sait qu'on va nous dire, mais vous empêchez les enfants d'aller à l'école, c'est insupportable. D'accord, on a des écoles, vous savez quoi, dans le chapiteau ici, là, on est prêt à recevoir 8 classes différentes, on a déjà les cours qui sont prêts, les programmes qui sont prêts, les professeurs qui sont déjà prêts à se relayer pendant 1 mois et demi, on a et l'école, elle est même plus sympa que l'école que vous allez leur faire normalement. Est-ce que vous êtes capable de bloquer des choses, d'aller plus loin dans la résistance civile? Et ça, c'est pas compliqué non plus, à partir du moment où on est nombreux. Dans l'action non violente, il y a toujours cette idée du blocage, du boycott. Quand vous faites un truc tout seul, ça ne marche pas. Mais quand vous le faites à très nombreux, ça marche très bien. Chacun d'entre vous prend un sac poubelle et d'une manière ou d'une autre, avec une perche télescopique, la gaffe pour la piscine, parce que dans le Var, il y a beaucoup de piscines, le truc là, le filet là, pour les pucettes, vous mettez sur votre sac poubelle sur la caméra de télésurveillance, il n'y a plus de caméra de télésurveillance. Vous êtes capable d'aveugler une ville entière, à vous tous, en une soirée. Et ensuite de travailler autant que vous voulez. Pour travailler sur ces choses-là, il y a toujours l'idée de la sanction. Quelle sanction vous risquez au niveau judiciaire? Vous le savez, vous avez un avocat, vous avez une caisse, vous avez déjà prévu et dimensionné le pognon dont vous allez avoir besoin. Et donc les gens qui vont y aller, ils ne vont pas canner en route. Ils savent ce qu'ils risquent, ils savent comment on va les aider. Ils vont pas se déballonner. Et vous avez déjà prévu tout ça. Et fin août, vous faites quelque chose que vous appellerez Event 201. Ah oui, c'est déjà fait, je suis bête. Event 204, erreur 404, par exemple, vous faites la répète. Puis une fois que vous avez fait votre petit mode d'emploi sur le Var, ou juste sur Toulon, vous mettez en lien avec d'autres. Et vous regardez. Et si on faisait tout ça en même temps en France? Combien de temps Leclerc a tenu ?
C'est fini? Ouais. Juste pour vous donner une idée de la puissance de ce type d'action, combien de temps Leclerc a tenu quand il a été question qu'il mette un pass sanitaire à l'entrée des Leclerc? Vous vous souvenez? 3 jours de boycott, je crois. Hein. Pas plus. Hein. Ils ont fait, ouais, non, ça va, on déconne, c'est bon. C'est-à-dire, si vous touchez au cash flow, si vous touchez au revenu, vous gagnerez. Et donc ça s'organise. Il faut être patient, méthodique et déterminé. Le truc, encore une fois, dernière chose, c'est qu'en permaculture, en faisant ça, si vous organisez vraiment cette erreur 404, vous allez créer des écoles, vous allez faire des flux d'approvisionnement de nourriture, vous allez pour de bon faire un système démocratique au sein de votre petit groupe avec une constitution, des règles du jeu, une traversée du conflit. Vous allez établir qu'à certains endroits, ça peut être pyramidal, à d'autres endroits, ça doit être en gouvernance partagée, à d'autres endroits, ça doit être le RIC. Vous allez accepter l'idée que tout ça peut coexister. En fait, vous allez faire du prétexte de vous défendre une occasion de construire le monde meilleur. Et là, je peux vous dire qu'il y a de l'énergie, quoi. C'est une proposition, il y en a plein d'autres, mais je vous laisse le micro.